Méticuleux, joueur et cruel, Monsieur M insérait tout le monde dans un monde à découvrir pour le pire de la raison. Il y a de cela fort longtemps, dans une forêt lugubre, une araignée mécanique tissait sa laide viande sous un arbre immense. Tricotit dans le jour, tricota dans la nuit, l'araignée toujours là, mangeait paisiblement sous l'arbre gris mille et mille repas. Elle demeurait dans l'ombre tout son temps, elle méditait là, solitaire, l'esprit cruel, le cœur éternel. Sale était le sol, son repère sentait mauvais, comme tout ce qui vivait sous la lune macabre à l'horizon. Rien ni personne ne songeait à venir la troubler dans son antre effrayant. Elle faisait régner la terreur jusque dans les profondeurs du marais. Les parois de la terre lui servaient de cloison. Les murs crissaient sous des racines juteuses. Le plafond luisait de bave et de fils acides qui faisaient remonter par quelques trous envahis de ronces une brume cireuse. C'était dans cet abri mystérieux que l'araignée de métal faisait ronfler son odeur étrange, l'âme méditant, comme un spectre aux abois. Oui, pourvue de conscience, ainsi que d'une étonnante disposition à concevoir des sentiments, elle n'ignorait pas les ténèbres qui l'habitaient et la poussaient à tout dévorer. Ainsi, depuis toujours prisonnière de ce cimetière forestier, elle-même, à force de honte, enclamait des lamentations et des vœux de mort dans ce néant putride, usé par ses propres horreurs. Elle s'apprêtait à éteindre ses circuits, harassée par la pesance de ses crimes. Or, un soir célèbre où le temps était à la pluie, quelqu'un frappa à sa porte. Son appel avait été entendu alors qu'elle approchait de sa déchéance finale. Elle n'ignorait que la lumière allait renaître alors qu'elle n'en espérait plus rien. Un toc-toc doux mais ferme retentit à l'extérieur. L'araignée se réveilla, et la forêt remplie de couleurs mauves se tut au même moment. Dehors, dans le secret des bois chauves, la nuit des temps venait de frapper sur l'enclume du destin les coups sublimes de son inévitable anéantissement. « Qui est là ?» dit l'araignée d'une voix pleine du ton des esprits fourbes rompus aux traquenards les plus vils. Personne lui répondit. Alors le monstre, à l'aide d'une de ses longues pattes pointues, fit jouer un loquet et tira doucement la porte à lui. Le vent et le crachin s'engouffrèrent dans la caverne plongée dans la pénombre. Du fond de la grotte où son ventre lourd n'avait pas terminé de digérer 10 années de viande hachée à coups de poinçon, de griffes et de mandibules inexorables, l'araignée alluma 4 globes maléfiques, tels des yeux sombres et durs qui voyaient par le mal et pouvaient en un éclair hypnotiser ses victimes, faire d'elles des lambeaux d'os et des débris de chair, des corps en brise écharpis dans sa gueule d'acier sèche et sauvage, garnie de dents impitoyables. Qui osait la défier chez elle? Elle ferait reculer des dragons et des serpents immenses en ce marais, mais pas l'étranger qui venait de cogner à sa porte. Elle le reconnut aussitôt. Un ermite harassé, un magicien aussi, emmitouflé dans une robe bleu terne et un chapeau dont le sommet sur la tête en berne tournait sur lui-même, comme une fusée ouverte sur les étoiles au crépitement sans fin. Ce terrible fantôme taciturne, qui marchait au bout d'une canne, présenta la lueur triste de son visage pénétré de larmes. Gargantula gémit de peur face à son ombre de vieil homme tordu et frêle. L'araignée aurait hurlé comme une enfant égarée dans les enfers, car devant elle, sa majesté mourne de Tristana Vernil lui faisait l'honneur de la visiter. Il lui dit simplement bonjour, tout en pénétrant calmement dans son sanctuaire aride. L'aveugle, recroquevillé derrière le mur où pendaient des corps desséchés, cherchait en vain la force de l'attaquer. Par sa seule présence, le mage la contraignait à un immobilisme énigmatique. Lui, froid comme un théâtre tournant dans ce silence insondable, elle rigide comme un crabe arrimé au fond d'un trou enflammé de brillance. Soudain, il parla, et elle se crispa jusqu'à piquer le sol de ses pattes crochues. « Je viens du ciel, tu le sais. Pourquoi as-tu commis tant de crimes, mon enfant ?» Gargantula cracha de mépris. « Passe ton chemin, toi qui m'as inventé. »« Je suis là, mon ami. J'ai parcouru le vague espace, et j'ai fendu les comètes pour surgir en ta galaxie. Puis-je me reposer ? Inutile, tes charmes ne me causent pas de tourments, et je ne vois pas ta légendaire épée entre tes mains. » Sitôt cela dit, Mourne sourit, et tout en posant sa canne à côté de ses pieds, il arbora le visage impassible d'un penseur, assis sur un rocher face à l'impossible créature qu'il savait aussi puissante que lui. Il regardait par terre, mélancolique et grave,
endormi par le bruit apaisant des moteurs de la velue qui attendait le bon moment. Mon dodelinait de la tête, emporté par le ronron des turbines, et ses souvenirs revenaient le hanter, le distraire, le mettre à la portée du monstre tapis, attendant le moment propice. Oh, comme sa mémoire se révélait profonde en sa faiblesse visionnaire. Des plaines de neige s'offraient à ses yeux brouillés, où il se revoyait vêtu d'armure et de toges flamboyantes, des armes divines en main, des mots de pouvoir tonitruants en sa bouche dentue. Puis la pénombre douce termina d'assoupir l'être mystérieux. Alors elle l'attaqua. L'araignée se savait perdue si elle ne se privait pas monde de sa bouche. Elle se porta au-dessus de ses lèvres pour l'empêcher de pousser un seul cri, les mandibules prêtes à lui déchiqueter le menton et le front. Mais Mourne ouvrit la bouche, une crevasse abyssale montrant des dents de cadavre, brouillant d'asticots, lui souleva d'écœurement les globes oculaires. L'homme hurla un ire fantastique en une vision d'horreur que Gargantula ne put réprimer, saisie d'effroi par ce masque macabre qu'elle-même ne portait pas malgré tous ses crimes. Laideur absolue. Qu'es-tu devenu, sorcier? Mourne referma sa bouche, trompeuse, son visage inchangé. Tout est illusion. Vois, je ne me suis pas transformé. Je t'ai simplement donné à regarder ce qu'il advient des hommes que tu terrasses et laisses dans la nature, comme ce pauvre innocent que j'ai croisé sur le sentier qui mène à ta demeure. Il sourit une deuxième fois. Tout à l'heure, il avait renvoyé la barque d'un passeur. Même la mort n'avait pu vaincre Gargantula. Lui venait d'imiter la laideur du corps en putréfaction aperçu dans la forêt. Sinistre réalité. Contempler l'image parfaitement dessinée du pourrissement sur un visage aussi sibyllin que celui d'un sorcier très âgé, cela reste éprouvant pour tout être doté d'un cœur ou d'un esprit, autrement dit, pour Gargantula aussi, qui avait une âme. Mais l'araignée ne savait nullement sorti d'affaire. Pour autant, sinistre machine condamnée d'avance presque, face à son créateur. Elle devait tenter de le tuer. Son dernier assassinat serait apprécié par les siècles à venir, car Mourne s'avançait au pire de ses pouvoirs à présent. En effet, comme Tristan Averne, il resplendissait de mirages cruels et déments. C'était un magicien guerrier aux exploits cosmiques. Elle ne voulait pas de jugement grandiloquent, pas plus que de palabres sournoises de la part de ce vieil acteur plein de secrets, capable de détruire des planètes entières. Celui-là, son verbe est la mort de celui qui y prête la vue. Elle devint méchante et vicieuse, le prenant de front. Avec l'une de ses longues pattes, elle frappa la canne qui rebondit loin derrière lui, alors qu'il s'affalait dans une mare grasse de viscères atrophiés, enrobés de fils poisseux datant de plusieurs saisons. Elle en appela tout son arsenal, déversant par ses globes cybernétiques des faisceaux de feu grenats. Ils inondèrent la caverne d'un incendie à calciner les cervelles. Le magicien se précipita pour rattraper son bâton en fermant ses yeux dans la tempête des lueurs rouges. Il murmurait un chant incompréhensible, sa coiffe balayée et brûlée déjà par la foudre de ses lasers qui transformaient la caverne en une fournaise fatale. Il fut plus rapide qu'elle toutefois. Son ombre se déploya sur les parois alors qu'il se tordait de fureur. Quand sa canne fut dans sa main, loin de la patte noire, il frappa le sol de la pointe en se redressant lentement, vague momie claquant des dents dans des ricanements atroces, et Gargantula sut qu'elle avait perdu le combat. L'ombre violine du magicien éteignit par sa pesanteur irisée l'espace gris des cendres fumantes de l'énergie lancée en vain contre lui. Il avait manqué périr sous les tirs psychiques de Gargantula, et les avait repoussés en parlant le langage qui transforme les couleurs du monde, de la réalité, de la vie et de la mort. Tel était Mourne de Tristan Avernil. Elle mira alors les yeux du féroce vieillard. Voilà devant elle, grands ouverts, les célèbres obsidiennes bleues, où brillaient des éclats de tonnerre, et comme toujours cela ne s'arrêtait jamais. On eût dit l'infini, dedans l'univers roulait des échos d'explosions stellaires sous les mots enchantés du verbe fracassant de ce géant. J'ai déjà été l'homme d'un destin qui aurait pu être. Comment as-tu pu croire? La caverne commençait de s'effondrer. Gargantula le supplia de l'épargner, mais les murs se fissurèrent à chaque plainte, car les lamentations n'avaient pas le poids de la vérité. Elle avait croqué des villages entiers autour du repère. Les racines, les lianes s'évanouirent et seule demeura la machine face au renard fourbu mais rageur. Son invention avait commis le mal sans détour, et quand bien même le mal serait justifié par un sage, il n'aurait pas l'oreille de ce magistral faiseur de songes. Gargantula n'avait pas été conçu pour tuer, ni pour être mauvaisement utilisé. Alors comment expliquer cette gageure? Mourne se calma, et l'autre se figea comme une falaise au bord de l'écroulement, sans tomber à bas pour de bon. Ma douce enfant, je dois regarder ton cœur. J'en concerai ainsi la justesse de ton dérèglement si honteux. Gargantula se savait à sa merci. Sur le pommeau de sa canne, enfin, son pouce
Il enfonça un bouton savamment dissimulé qu'il ne pensait plus devoir un jour utiliser. Le mécanisme était si rouillé qu'il perdit du temps pour l'activer et craignit une deuxième lutte, cette fois impitoyable. Cependant, elle était si curieuse d'en savoir davantage et d'être mise face à ses indicibles erreurs qu'elle le laissa le toucher. Enfin, il déclencha l'arrêt de ses moteurs. Les globes fléblirent. Et puis d'un coup, le monstre s'éteignit. Il ouvrit le dos hérissé de pointes, et sous le capot apparut le centre de ce qui la dirigeait, cette matrice, faite d'une roche plus pure que les diamants, lustrée par un orfèvre. Mourant de Tristan Vergne, il pleura tout de suite. Le corps d'un enfant gisait mort, tout recroquevillé, mangé, violé, et régurgité en détritus, de bouillie laide et suintante dans cet abdomen lumineux. Il devina ce qui s'était produit. L'amour avait corrodé la pierre fantastique. Il referma le gros toit et restaura la vie en Gargantua. Le magicien lui dit alors ceci. « Suis-moi, je t'emmène dans la cité la plus proche, et s'il faut passer par toutes les villes du monde pour retrouver l'être qui t'a défait par brûlure de passion, je le retrouverai. Pourquoi ? Je lui dirai combien il ne faut jamais abandonner la chose de son cœur. Qu'a-t-il commis en me frappant de solitude, celui-là? Ne pouvait-il pas deviner, non? S'il est encore en vie, ou s'il a jamais existé, je ne suis pas dupe, Gargantua. Te souviens-tu d'avoir aimé un être au moins un jour? La réponse lui glaça les os. Si. Toi, grinça l'araignée. Mourne ne sut quoi dire ni quoi faire. Alors il brandit sa canne pour entamer un combat sans fin. À ce jour, aucun des deux n'a encore vaincu l'autre réellement. Nous avons un peu sursauté à votre scène du capot ouvert, un enfant violet. Bon, arrêtez la sérénade, à présent. Et mélodie de crucifiale, page 17 à 20. Mathieu Garat.